Bruno, Bonjour, je m'appelle Anna Schuett et je suis la directrice des communications chez Mobilité électrique Canada. Merci de vous joindre à notre discussion préélectorale en tête-à-tête entre Monsieur Patrick Bonnet, candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Repentigny, et le PDG de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton. Au cours de ce webinaire, nous apprendrons quelle est la position du Bloc québécois en matière de mobilité électrique à travers le pays. Veuillez noter vos questions dans le chat et nous y répondrons après la discussion. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en ligne dès que nous aurons entendu les candidats des autres partis. Et maintenant, j'aimerais vous présenter M. Patrick Bonnet et Daniel Breton. Merci Anna. Bonjour Patrick. bonjour tout le monde. Patrick, on vous a envoyé une série de recommandations il y a de ça une couple de semaines pour vous faire part des préoccupations, des suggestions que Mobilité électrique Canada et ses membres ont envers les partis politiques en vue de la campagne électorale fédérale. Vous avez eu le temps de les voir et vous êtes fait une tête, vous avez fait des recommandations, puis on a une dizaine de questions qu'on pose à tout le monde. Donc, on va commencer avec les questions, puis après, si tu veux ajouter quelque chose à la fin qu'on n'aurait pas mentionné ou quoi que ce soit d'autre, libre à toi d'en ajouter. C'est correct? C'est parfait. Parfait. Bon. D'abord, première question. Quelle est la proposition de votre parti pour l'achat d'une voiture, d'un camion léger ou d'une motocyclette électrique? Ben, nous, en fait, premièrement, je pense qu'on déplore la manière que les subventions, entre autres à l'achat de véhicules légers, ont été rapidement arrêtées sans prévisibilité. Fait que peu importe le futur, on considère qu'il faut de la prévisibilité lorsqu'on parle de subventions d'aide à l'achat. Le programme qui est en place, on pense qu'il devrait être remis en place et qu'il devrait être bonifié. On parle crédit d'impôt potentiel. Mais évidemment, il faudrait qu'il y ait une durée limitée, donc une planification dans le temps avec une décroissance en fonction du nombre de véhicules disponibles sur le marché qui devrait augmenter en raison de ce qu'on espère garder en place la loi zéro émission. Et c'est sûr qu'on parle d'achat, potentiellement évidemment de location, mais on aimerait ça aussi qu'au niveau fédéral, on s'inspire un peu de ce qui existe ailleurs, entre autres au niveau de l'aide pour l'achat de véhicules usagers, parce que c'est un marché qui est important également, avec de plus en plus de véhicules disponibles sur le marché. On n'a pas encore assez, mais on pense que ça permet d'ouvrir à d'autres acheteurs, des acheteurs qui n'ont pas nécessairement la possibilité d'acheter des véhicules neufs. Et on pense qu'il faudrait qu'il soit modulé, ce crédit-là, en fonction, entre autres, du revenu, de manière à favoriser, entre autres, au niveau des personnes à revenus moyens, voire même à faible revenu, l'accès et que ça n'aille pas seulement aux gens qui ont les moyens de se payer et ceux qui sont les mieux nantis, qui a de grosses subventions, et possiblement d'avoir recours une seule fois à ce programme-là, parce qu'il sera limité dans le temps, et on a vu qu'il y a des gens qui en profitent plusieurs occasions, alors que normalement, si on parle de la classe moyenne, ça ne devrait pas être le cas là. Donc, il faut, oui, en effet, travailler les usagers, familles, faibles revenus ou revenus moyens, et parce que ça permet aussi d'adresser ce qu'il faut faire au niveau de la crise climatique. Là, c'est une crise du coût de la vie aussi. Donc, de mettre des composantes, justement, de répartition de la richesse d'une certaine manière et qui ne servira pas juste aux gens qui ont les moyens de se payer des véhicules neufs et aussi de favoriser, entre autres, l'achat de véhicules plus petits. Donc, pour l'instant, ça reste des véhicules très gros, peu de véhicules accessibles qui sont petits. Et ça, c'est un problème pour l'augmentation, évidemment, de la flotte de véhicules, comme vous le savez très bien, là. OK. Merci. Question numéro 2. Qu'est-ce que vous avez comme proposition pour l'achat de camions moyens ou lourds électriques? Ben, pour nous, on pense que le gouvernement fédéral devrait, et si on prend l'exemple, par exemple, des véhicules scolaires sur lesquels on viendra, devrait contribuer. On a vu l'enjeu actuellement avec le programme éco-camionnage au niveau du Québec, mais au niveau fédéral, il y a une contribution essentielle qui doit être faite là pour restructurer l'industrie. On sait qu'il y a des enjeux avec les constructeurs automobiles en ce moment, mais aussi des enjeux en général. On risque d'avoir des moments troubles au niveau économique. Et c'est
c'est une voie d'avenir. On ne peut pas se permettre qu'on ne développe pas ce créneau-là. On l'a vu, le cas de Lyon électrique au Québec est un bon exemple. Il y avait même un programme de financement par le gouvernement fédéral qui a été annoncé en 2021, si je ne m'abuse. On parle quand même de 2,75 milliards, là, plus ou moins, programme pour lequel les normes, les conditions et le fonctionnement, en fait, le déploiement du programme n'a pas été fait. Ce qui fait qu'on on n'a pas la contribution fédérale. Et Lyon, c'est un bon exemple là, où on a un marché qui est en expansion et on risque de perdre un positionnement stratégique. On était bien placé, entre autres, au niveau de Lyon électrique et la contribution des gouvernements qui sont prêts à le faire là, pour aider, que ce soit l'achat de pipelines, on parle de Trans Mountain, 40 milliards de dollars, ou les subventions en général à l'industrie pétrolière et gazière. Il faut comprendre qu'il y en a de l'argent, mais historiquement, les choix n'ont pas été faits de soutenir, entre autres, le développement au niveau des camions lourds, entre autres, de ce type de véhicules-là, particulièrement pour les véhicules scolaires. On avait une expertise ici au Québec et qui risque que d'être perdue, ou du moins pour laquelle, pour l'instant, on stagne énormément, là. Ce qui m'amène à la question numéro 3. Autobus urbain, autobus scolaire. Qu'est-ce que vous avez comme vision pour aider l'acquisition d'autobus urbains ou scolaires électriques? Ben, pour nous, encore une fois, on revient à cette idée-là que malgré les prétentions du fédéral, les programmes n'ont pas été déployés. Quand on parle d'autobus urbain, d'autobus électrique, pour nous, on le voit comme un investissement qui permet de réduire de manière significative les coûts d'achat en combustible fossile, évidemment, mais aussi tous les coûts reliés à la santé. Et c'est un endroit où il faut, encore une fois, développer ces marchés-là dans une structure où on a tout un écosystème qui gravite autour de, oui, la construction des véhicules, mais tous les pièces, l'expertise au niveau des batteries. Actuellement, il y a une dépendance quand même qui se fait à l'étranger. Et quand on parle, et on le voit actuellement, là, des enjeux avec les tarifs qui sont mis en place, il y a nécessité d'avoir une production locale dans le cas, par exemple, des autobus urbains et les autobus scolaires, ont des créneaux particulièrement intéressants en raison, si on prend les autobus scolaires, du fait qu'ils parcourent pas de grandes distances, qu'ils peuvent être rechargés dans la journée, ce qui fait en sorte que le marché est déjà prêt à être déployé davantage et ça ne fait plus aucun sens de mettre sur la route et d'acheter des véhicules diesel ou des véhicules à essence alors qu'il y a des alternatives beaucoup plus intéressantes. Et c'est certain que nous, on a poussé pour ça au niveau du Bloc québécois. Et maintenant, on s'attend à ce que les engagements qui ont été faits se concrétisent par des programmes accessibles rapidement parce qu'il y a du temps à rattraper en raison du retard du déploiement. Je parlais de 2021 tantôt, mais on attend encore en 2025. Et ce retard-là, ben, il faut donc même mettre des bouchées doubles pour compenser ce retard qu'on voit au niveau. Puis ça mène même à des pertes d'emplois et des fermetures d'entreprises qu'on ne veut pas voir parce que, comme plusieurs créneaux, il faut être prêt à investir dans des entreprises de l'avenir au lieu de les perdre, comme on est en train de le voir actuellement avec Lyon Électrique, malheureusement. Question numéro 4. Quelles sont vos politiques ou vos recommandations pour le déploiement de bornes de recharge publiques pour véhicules légers et parcs de véhicules commerciaux? Sur ça, j'invite, j'ai peut-être oublié de le mentionner, là, mais évidemment, nous avons déjà publié notre plateforme électorale. Donc, il y a beaucoup d'informations, entre autres sur l'électrification des transports, qui pour nous est une voie d'avenir, ne serait-ce que pour améliorer la balance économique du Québec, là, où, vous le savez, là, ça se chiffre à près de 12 milliards probablement de dollars par année, l'achat en hydrocarbures pour les transports, entre autres. Mais il est certain que pour les bornes en tant que telles, on a déjà des entreprises qui ont développé des expertises au Québec. Il y a une avancée qui a été faite au Québec comparativement à d'autres provinces en termes de déploiement du système de bornes de recharge. Et cet effort-là a été fait au Québec et il ne faut pas le voir comme étant justement un acquis, mais bien une reconnaissance que devrait avoir le gouvernement fédéral du leadership
qu'a exercé le Québec. Et pour nous, c'est sûr qu'un soutien financier pour l'installation de systèmes de bornes, mais aussi le déploiement ou la continuité du déploiement de cette expertise québécoise qui exportait et qui exporte encore même aux États-Unis. C'est essentiel, mais aussi, bien sûr, au niveau de, je pense qu'il y a du travail à faire au niveau de soutenir la recherche, entre autres, au niveau commercial, institutionnel, voire même industriel, particulièrement aussi au niveau de ce qui est plus complexe à développer, les immeubles multi-logements. C'est quelque chose qui, selon nous, doit être déployé et de continuer et même de renforcer au niveau des programmes plus au niveau résidentiel, les habitations, que ce soit par exemple des prêts pour les maisons plus vertes, pour s'assurer que le déploiement des bornes domiciliaires, là où c'est la vaste majorité des recharges qui se font au niveau domiciliaire quand on parle de véhicules légers, s'assurer que ça trouve les travaux d'installation des bornes, mais aussi souvent les mises à jour des systèmes électriques des habitations qui présentent aussi un programme, un problème. Fait que pour nous, ces programmes-là doivent être adaptés. Encore une fois, la notion de coût de la vie, de répartition de la richesse est importante pour nous quand on parle de l'accès qu'on espère et qu'il faut le voir venir, le défi dans le multilogement, donc de ne pas juste avoir des programmes qui permettent à des gens qui ont des résidences, c'est bien qu'ils s'électrifient au niveau des transports, mais d'ouvrir et de voir la perspective qu'avec de plus en plus de véhicules usagés, qu'il y a une nécessité de travailler pour aider aussi les gens à revenus moyens, voire à faible revenu, dans leur volonté de s'électrifier. Donc, si je comprends bien, c'est que vous êtes en faveur d'un soutien financier prévisible, non seulement pour les bornes de recharge publiques, mais aussi pour les bornes de recharge résidentielles et multilogements. Commercial, institutionnel également, et industriel, oui. Parlons maintenant des cibles et de la réglementation de vente de véhicules légers zéro émission. Est-ce que le Bloc québécois est en faveur d'une norme zéro émission canadienne? Définitivement, le Bloc, c'est même à l'initiative du Bloc, là, au niveau du Comité permanent de l'environnement, qui a mené à une étude sur les véhicules zéro émission, que la loi qui a été adoptée au niveau fédéral a été adoptée. Donc, notre position reste la même, qu'il faut avoir ce type de réglementation pour s'assurer que les véhicules soient disponibles en nombre suffisant. Et nous, on pense même qu'il faudrait aller plus loin pour s'assurer d'avoir un minimum de petits véhicules ou de véhicules plus abordables qui soient disponibles parce qu'actuellement, ça reste des véhicules qui sont souvent très gros et à coût élevé. Et là, il y a une réalité où, par exemple, il y a des tarifs qui ont été mis au Canada sur l'importation de véhicules chinois, par exemple, des véhicules qui sont plus abordables, mais les tarifs ne font en sorte qu'ils ne sont pas plus abordables. Et ça, ben, c'est entre autres pour protéger, ça a été fait entre autres pour protéger l'écosystème de constructeurs automobiles au Canada, mais qui n'ont pas été forcés justement à s'ajuster et à proposer davantage de petits véhicules. Donc, s'il y a une volonté de mettre des tarifs sur les petits véhicules à l'étranger, puis il n'y a pas d'obligation pour les manufacturiers de faire des efforts en ce sens-là, pour nous, c'est contre-productif au niveau de l'abordabilité des véhicules et on pense qu'il devrait y avoir l'insertion d'obligations au niveau des petits véhicules et même de réfléchir à voir, par exemple, quand on parle de flotte de véhicules partagés, est-ce qu'il devrait y avoir une réflexion en ce sens-là, une insertion en termes d'obligations de disponibilité de véhicules pour des flottes comme Communauto, par exemple. C'est le genre de réflexion sur lesquelles on travaille et pour lesquelles on veut entendre parler justement les spécialistes du milieu. Parfait. Où en êtes-vous pour les cibles et la réglementation de vente de véhicules moyens et lourds au Canada? Parce que présentement, il y a des discussions autour de ça, mais il n'y a pas de réglementation qui est adoptée. Ben, pour nous, on voit une nécessité d'aller en ce sens. Lorsqu'on regarde, que
que ce soit au niveau de la Californie. Il y a des réflexions également qui se font au niveau du Québec. On s'attend à ce que, au niveau fédéral, il y ait une contribution qui ferait en sorte justement que le marché se structurait davantage. On pense que le Québec est leader. On espère de voir évidemment une volonté réaffirmée en ce sens-là. Mais le Canada actuellement doit aussi arriver avec du concret à ce niveau-là. Il faut que la réflexion, elle, s'accélère parce que le marché change et on voit que ça devient encore une fois une nécessité, comme on l'a vu au niveau des véhicules légers, d'avoir de la réglementation pour faciliter la pénétration, pour la forcer et surtout pour s'assurer que les manufacturiers font des efforts pour rendre les véhicules disponibles, ce qui a été un problème au niveau des véhicules légers et qui risque de se reproduire au niveau des moyens et des lourds si rien n'est fait. Euh, Ces temps-ci, on parle évidemment beaucoup du président américain, de Donald Trump. Euh, Avez-vous des propositions, des recommandations pour une chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques, que ce soit à travers le Canada, au Québec, que ce soit des minéraux critiques, à l'assemblage, au recyclage, à la R&D? Comment vous voyez les choses au Bloc québécois de ce côté-là? Pour nous, tout le développement de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement au niveau des batteries, qui inclut les minéraux critiques, qui sont plus larges, j'en conviens, que les batteries, c'est un aspect essentiel. Évidemment, on est conscient qu'il y a du travail à faire, qu'il faut s'assurer que l'ensemble de cette chaîne d'approvisionnement soit la plus verte possible, ce qui inclut l'extraction, ce qui inclut évidemment aussi l'acceptabilité sociale. Pour nous, ça reste primordial de bien faire les choses, de développer comme on est capable de le faire, par exemple, au Québec, des projets qui s'insèrent bien au niveau des communautés, parce qu'on a une transition à faire, mais on ne peut pas la faire en forçant les communautés, mais on veut les embarquer. Et je pense que les gens comprennent la nécessité de cette transition-là, qui devra, oui, limiter l'utilisation des ressources en général. Donc, on n'est pas dans l'extractivisme sans borne et la croissance infinie. Je pense qu'il y a des limites au niveau des écosystèmes, entre autres, mais il y a une nécessité de développer adéquatement, entre autres, toute la chaîne de minéraux critiques avec le Québec où on a une possibilité de développer des batteries probablement les plus vertes au monde, entre autres en raison de la production d'électricité qu'on a actuellement. Mais il faut que cette filière batterie-là, ça s'insère, oui, de l'extraction, oui, de la production, mais on pense qu'il y a tout un marché au niveau de la revalorisation, la récupération et le recyclage pour faire en sorte qu'on garde évidemment dans cette chaîne d'approvisionnement ici au Québec le plus possible, même qu'on soit en mesure de donner une deuxième vie lorsqu'on arrive à la fin au niveau du recyclage. Il y a une expertise à faire qui va soulager aussi la pression sur l'extraction. Fait que pour nous, c'est sûr qu'il y a une nécessité d'avoir une chaîne plus propre, une chaîne locale, une chaîne qui soit appuyée aussi par le fédéral, mais qui ne vienne pas avec son propre plan, qui s'ajoute à un projet ou plutôt un programme ou une stratégie au niveau des minéraux critiques québécoises. Et ça, c'est ce qu'on a tendance à voir avec un gouvernement fédéral qui veut souvent s'immiscer, qui vient dédoubler, alors que ça devrait plutôt être un appui au gouvernement du Québec, qui doit structurer sa pensée et qui doit, je pense qu'il y a une volonté affirmée à plusieurs occasions de la part du gouvernement du Québec qui n'est pas parfait. Je pense qu'il y a eu des essais-erreurs. C'est quand même une filière d'avenir et on ne peut pas se permettre de jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. S'il y a eu des enjeux dans le passé, il y en aura dans le futur, mais il faut s'assurer que cette filière-là, elle soit priorisée, qu'on fasse bien les choses parce que, encore une fois, c'est une question d'autonomie et de souveraineté pour nous dans un contexte où, entre autres avec M. Trump, on voit qu'il y a plusieurs qui lorgnent nos minéraux critiques et si on doit les développer, ben, pourquoi ne pas les développer au maximum ici sur notre territoire? Euh, on parle aussi souvent de main-d'œuvre, de pénurie de main-d'œuvre, de formation, de sensibilisation. Est-ce que vous avez une position ou est-ce que vous avez des recommandations sur justement la sensibilisation et la formation en matière d'industrie des véhicules électriques?
Ben, pour nous, la dimension de sensibilisation, formation, évidemment, elle est essentielle. On ne pense pas que quand on parle d'éducation, c'est le rôle du gouvernement fédéral. C'est clairement une compétence provinciale. Donc, d'avoir un appui de la part du fédéral au niveau financier à des choses qui existeraient ou même avec évidemment un droit de retrait dans quelconque programme que voudrait mettre le gouvernement fédéral en place pour d'autres provinces qui n'auraient pas les moyens, par exemple, de le mettre en place. Mais il est certain que ce sont aussi les acteurs, actrices, les organisations spécialisées dans le domaine, comme Mobilité électrique Canada, qui connaissent le mieux les besoins en termes de formation, les besoins en termes de sensibilisation, d'éducation, avec qui on pense qu'il faut travailler parce que c'est un modèle, c'est un secteur en développement rapide, avec une évolution, avec des tendances mondiales qui font en sorte que les expertises comme vous avez avec l'ensemble des acteurs doivent être mises à contribution parce qu'il faut en effet développer ces créneaux-là, assurer une transition pour ceux qui ont des emplois, ne serait-ce qu'au niveau, par exemple, de la réparation des véhicules et des mécaniciens et autres. Il y a une réalité où on est dans un monde qui va changer complètement parce qu'on veut qu'il change complètement au niveau des véhicules légers, entre autres, mais plus largement. Et ça implique de nouvelles filières, de nouvelles connaissances. Et si on est à 100 de véhicules neufs vendus en 2035 qui sont électriques, évidemment, il faut que les emplois soient capables de s'adapter rapidement. Et en ce sens-là, on espère justement qu'on viendra voir la transition nécessaire et qu'on la planifiera plutôt que de la subir, là. Parfait. Dernière question. À la lumière des tarifs qui ont été annoncés cette semaine et des contre-tarifs qui ont été annoncés hier, euh, est-ce que vous avez des propositions spécifiques pour soutenir l'industrie canadienne des véhicules électriques et ses travailleurs? Encore une fois, il y en a plusieurs à ce niveau-là. Je vous ai parlé de programmes, entre autres, au niveau fédéral, là, où on n'a pas les critères pour soutenir le développement au niveau de transport scolaire, entre autres. Pour nous, ça, c'est un non-sens. Donc, c'est une des priorités. On a après ça plusieurs propositions spécifiques face à la menace de Trump dans notre plateforme. On a trois grandes sections, dont une par rapport à Trump avec plusieurs mesures avec particulièrement des mesures à court terme et avec des types de subventions, un peu comme on a vu dans la COVID, d'aide aux employeurs pour des secteurs qui seraient touchés particulièrement rapidement pour qu'on déploie de l'aide pour ces employeurs-là, pour que les employés ne se retrouvent pas à la rue pour des secteurs ou pour en raison de soubresauts, euh, pas temporaires, mais à très court terme, qui ne resteront probablement pas en place à moyen terme dans le cadre d'une renégociation où on pense que le Québec doit avoir sa place à la table de négociation parce qu'on a nos créneaux propres au Québec de développement, entre autres dans le secteur de l'électrification des transports, qui ne sont pas nécessairement les mêmes créneaux qu'on voit en Ontario ou dans l'Ouest canadien et que l'ensemble de nos PME doivent, et même industries doivent être appuyées et leurs voix doivent être entendues et leurs besoins spécifiques. Et on pense qu'en ce sens, ça prend vraiment des représentants du Québec à la table de négociation dans une équipe Canada, disons, qui négocierait avec Ottawa. Et après ça, c'est sûr qu'il y a des secteurs stratégiques et on le martèle souvent, qui sont propres au Québec, que ce soit la foresterie, l'aéronautique, l'aérospatiale, l'intelligence artificielle, des secteurs de pointe au niveau aussi de l'électrification des transports et de l'expertise de cette électrification-là qu'il faut soutenir et pour lesquels il faut qu'on ait une voix forte. Fait que pour nous, c'est sûr que cette guerre commerciale-là amène beaucoup d'incertitudes et d'avoir une voix forte du Québec est essentiel parce qu'encore une fois, lorsque les choses vont très rapidement et ça prend des mesures à la hauteur du défi, il y a des contre-tarifs qui ont été mis en place qu'on étudie pour s'assurer justement qu'il y ait un minimum de répercussions sur les entreprises québécoises et c'est certain que il faut aller même beaucoup plus loin. On parle même de critères de Buy American Act qu'on voudrait voir au niveau canadien pour favoriser la teneur en contenu domestique ou en provenance du Canada ou du Québec dans les appels d'offres au niveau gouvernemental. Et ça, c'est, selon nous,
une des nombreuses manières de s'assurer qu'on a une réponse structurée, parce qu'il y a une diversification qui doit être faite également des marchés. On en parle souvent face à Trump, et le Québec peut se positionner admirablement, que ce soit au niveau des composantes des véhicules, que ce soit au niveau de l'aluminium vert, mais il y a une nécessité de diversification des marchés face aux tarifs actuels. Fait que pour nous, c'est dans la logique aussi où cette pression par les tarifs des États-Unis, la nouvelle guerre économique, ne doit pas obnubiler ou ne doit pas nous faire oublier la réalité climatique avec la restructuration de l'économie mondiale qui vient avec inévitablement une accélération de la lutte climatique qu'on espère et qu'on appuie. Et le meilleur exemple, c'est probablement, par exemple, l'ajustement carbone à la frontière qui s'est mis en place en Europe, qui sera en vigueur en 2026. On pense que dans un contexte canadien pour continuer justement à garder ces marchés ouverts-là et continuer à être cohérent dans nos objectifs de lutte climatique, ben, on devrait avoir l'équivalent au niveau canadien pour s'assurer justement que les efforts qui sont faits au niveau de la lutte climatique, la réduction des gaz à effet de serre, l'optimisation de l'efficacité dans la production, eh bien qu'elle fasse face à une compétition armes égales. Et en ce sens-là, l'idée d'avoir un ajustement carbone à la frontière viendrait protéger, entre autres, les investissements qui ont été faits au Québec dans les nouvelles filières d'avenir, évidemment, mais aussi au niveau des entreprises qui ont déjà restructuré euh, leur fonctionnement ou leurs activités. Et sinon, ben, c'est sûr qu'on est aussi inquiet lorsqu'on parle de négociations, et on l'a vu à plusieurs occasions, de voir des entreprises utiliser ces ententes-là pour poursuivre les gouvernements, par exemple, qui mettraient, par exemple, des critères environnementaux en place. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne veut pas voir. Donc, s'assurer que l'ajout de critères environnementaux, par exemple, dans les appels d'offres, entre autres au niveau des émissions de carbone, de gaz à effet de serre, ben, que ce soit partie intégrante et que ça n'ouvre pas la porte à des poursuites de la part d'entreprises mal intentionnées, souvent, malheureusement. Patrick, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu veux ajouter dont on n'aurait pas parlé, que tu n'aurais pas abordé au nom du Bloc québécois? Ben, nous, évidemment, on défend l'aspect spécifique du Québec avec son tissu économique, avec sa réalité de secteur. Mais c'est sûr que la fermeture actuellement de marchés ou de barrières supplémentaires au marché américain, pour nous, ça peut aussi être vu comme étant une possibilité de développer notre propre infrastructure d'énergie et d'électrification et toute l'expertise qui est autour de tout ça, avec des marchés mondiaux à développer, des collaborations à avoir avec les États qui, eux, n'ont pas abandonné, et il y en a plusieurs, là, la lutte climatique et leurs objectifs au niveau de l'électrification des transports. Et plutôt que de développer le pétrole et proposer des projets de corridors énergétiques, de pipelines, évidemment, pour nous, c'est de tabler sur l'électrification, sur les énergies propres, sur le transport électrique comme voie d'avenir, donc de saisir la crise pour accélérer d'une certaine manière une transition qui est déjà en place au Québec, qui était déjà en avance à plusieurs égards, pour laquelle malheureusement il n'y a pas suffisamment de reconnaissance historique dans les investissements, les choix qui ont été faits au Québec. Et on va être là pour s'assurer que le gouvernement fédéral va dans la bonne direction et soit en appui et surtout reconnaissant des efforts qui sont faits au Québec, là. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Anna? J'en vois pas, peut-être qu'il y en a. Non, je pense que Monsieur Bonnet a répondu toutes les questions. Parfait. Ben écoute, sur ce, merci beaucoup, Patrick, au nom des membres de Mobilité électrique Canada. Euh, je te souhaite un bon restant de campagne, parce que je sais que Merci, tu travailles, ce sont de longues heures, n'est-ce pas? en effet. Donc, Tout à fait. je vais te laisser aller retourner à cogner à des portes, embrasser des bébés, serrer des mains. Je Hmm. te souhaite une bonne campagne. Merci. Oui, en espérant évidemment qu'on aura une délégation forte, mais l'idée pour nous, c'est vraiment
vous êtes les experts et on veut, lors de la prochaine législature, travailler justement à bonifier les propositions gouvernementales, nos propres propositions, parce que l'électrification des transports, on est bien positionné à certains égards, mais il y a probablement un des plus grands défis du 20e siècle, c'est de la réussir adéquatement dans les temps requis. Et vous le savez, actuellement, on est malheureusement en retard à plusieurs égards dans la lutte climatique et à l'électrification par rapport à ce qui se passe au niveau planétaire dans certains pays où ils se sont pris plus d'avance. On pense que c'est notre rôle de législateur, justement, de vous écouter, de vous entendre, et on espère pouvoir être là pour vous représenter et travailler avec vous après les élections. Merci. Au Merci, revoir. Daniel. Au revoir.